on travaille sur les questions du viol comme arme de guerre, des violences sexuelles dans les conflits, c'est pas très facile d'amener une perspective féministe. On a tendance à être entouré de personnes qui travaillent dans le domaine du droit humanitaire ou du droit de la guerre. Et donc, c'est important de pouvoir apporter cette dimension féministe parce que si on ne l'amène pas, on passe à côté de tout un faisceau d'analyse qui permet de mieux comprendre ce qui se passe et aussi de pouvoir apporter des solutions à long terme. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant 1 an à la Fondation Mukwege en 2018-2019, donc au moment du prix Nobel, mais surtout de pouvoir travailler avec toutes les survivantes que la Fondation essaye de rassembler, qui viennent d'une quinzaine de pays différents. Et je voudrais partager un peu ce qu'on retrouve dans tous ces pays et qui montre bien que le viol comme arme de guerre s'inscrit dans une logique de stratégie patriarcale avec ces lunettes des rapports de force, des rapports de pouvoir homme-femme. Par exemple, l'objectif du viol comme arme de guerre, c'est vraiment d'humilier une communauté en s'attaquant à la femme, aux femmes, parce que dans cet imaginaire patriarcal, c'est elles qui sont les gardiennes de la famille, de l'honneur, de la cohésion de la famille. Et donc, on retrouve cette stratégie, Tatiana en a parlé en RDC, en Guinée, en Colombie, en Bosnie, en fait, dans tous les conflits dans le monde. Et le pire, c'est que dans cette même mentalité patriarcale, ça va être la faute de la femme si elle a été violée ou victime de ces violences. Et ça crée un tabou énorme qui est sur le dos, sur les épaules des femmes. Dans le cadre de notre travail commun avec Tatiana, on a travaillé avec Vasfille Krasniki Goodman, qui est la seule femme du Kosovo qui a osé parler malgré les 20 000 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles au Kosovo. Donc vous imaginez le courage que ça lui a demandé de parler. Et d'ailleurs, elle habite aux États-Unis et non plus dans son pays, parce que c'est aussi une façon de pouvoir s'exprimer et se sentir libre dans un pays où il y a ce tabou familial, cette pression sur les femmes. On voit aussi que la femme, alors je dis la femme, les femmes sont considérées comme des butins dans cette dans cette vision masculine de la guerre. La guerre devient un jeu masculin et les femmes sont des butins. Donc Daesh est un exemple flagrant avec la manière dont ils ont traité les femmes de la communauté yézidi qui ont été qui étaient troquées, qui étaient échangées comme des marchandises, vendues. Mais c'est le cas aussi dans d'autres pays comme le Nigeria et dans d'autres circonstances dont on parle moins, mais par exemple après la Deuxième Guerre mondiale, où les soldats, selon le pays dans lequel il arrivait et selon l'origine de ces soldats, s'appropriaient les femmes qui restaient là, tous les hommes étant au combat ou déjà morts. Et donc, il y avait vraiment cette idée que les femmes sont indues, sont vraiment à disposition des hommes dans cette image de besoin, soi-disant, besoin sexuel prioritaire des hommes. Donc, on est vraiment dans cette image patriarcale de l'imposition de la domination masculine. Et on la retrouve aussi dans certaines stratégies à côté du viol comme arme de guerre, qui est aussi d'imposer des grossesses à certaines femmes dans certains conflits. Une fois de plus, l'homme impose sa domination et donc la grossesse, et on le retrouve aussi dans une dynamique d'épuration ethnique. Mais Tatiana l'a mentionné, il y a aussi des hommes qui sont violés dans ces contextes, et on retrouve également la même logique patriarcale, c'est d'humilier un autre homme dans sa masculinité. Donc on est aussi sur des stéréotypes masculins, aussi cette vision de compétition entre hommes et la relation, en tout cas le viol sur un homme, est vu aussi comme une humiliation parce que il y a cette idée que l'hétérosexualité est la seule forme de sexualité valide. Et Tatiana a mentionné également les viols d'enfants, et en particulier de petites filles, qui sont vraiment, qui s'inscrivent vraiment dans une culture pédocriminelle, de détruire les communautés et détruire les enfants et leur intégrité pour toute la vie, les enfants étant vus comme des objets. Et c'est là que l'on voit le continuum, la stratégie aussi de continuum des violences, c'est plus on commence tôt, plus on va banaliser ces violences tout au long de la vie.
Et donc, quand j'étais à la Fondation, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Congo à l'été 2018 et de pouvoir travailler avec les survivantes sur du plaidoyer et de la communication. Et on a passé en revue les mythes qui sont présents au Congo sur les violences sexuelles. Et je voulais vous en partager quelques-uns parce que je trouve que c'est intéressant d'entendre ces mythes qui sont liés à des situations de conflit, post-conflit, et de les comparer en fait aux mythes qui circulent encore aujourd'hui dans des situations de paix. Et on se rend compte qu'on est dans la même culture du viol dans les deux cas. Mais donc, je parle sous couvert de Tatiana. Voilà ce qui est ressorti des mythes que les survivantes ont relevés. Le déni, alors ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis, de toute façon, ça n'intéresse pas la population. L'idée que y a des lois, tout va bien. Le Congo s'est doté il y a peu d'une loi qui en est fait très bien sur le papier, mais qui n'est pas du tout appliquée. Donc, ça va être un argument de déni, de dire mais tout va bien, la loi est parfaite. On entend aussi qu'il y a des choses plus importantes. Il y a vraiment des sujets de société qui seraient plus importants et il faut un peu que les victimes passent à autre chose. C'est pas si grave et puis de toute façon, elles sont une minorité. Donc tout ça, ce sont ce que les survivantes à Bukavu et Goma ont partagé et qu'elles entendent au quotidien et contre lesquelles elles doivent se défendre. Un autre mythe, c'est que c'est privé, en fait, ça rentre dans la sphère privée, donc c'est une honte d'en parler. Et puis comme vous l'avez dit toutes les deux, Laurence et Tatiana, les femmes ont cherché finalement, et là on retrouve exactement les mêmes arguments de vêtements, le lieu où elles étaient, l'attitude qu'elles avaient, voire elles inventeraient pour avoir de l'argent. Et quand les survivantes à Bukavu m'ont dit ça, ça m'a fait penser aux mêmes réactions qu'il y a eu avec l'affaire DSK aux États-Unis, où on a tout de suite accusé la jeune femme d'inventer pour avoir de l'argent, en particulier dans le contexte américain. Un autre mythe qui circule, c'est que ce sont seulement des femmes spéciales qui seraient touchées. Donc pour le Congo, elles entendent ça par rapport aux femmes qui seraient sur les hauts plateaux, ce qui n'est évidemment pas vrai. Des femmes qui aimeraient ça, ou alors l'homme est amoureux, et donc ça explique qu'elle ne s'est pas défendue. Donc il n'y a aucune compréhension de la sidération dans le cas du viol. Et enfin, un mythe qui circule et qu'elles m'ont partagé, c'est que ce serait une affaire de blancs. En fait, ce sont les blancs qui auraient inventé le viol, et ça nie complètement la parole des survivantes. Et donc, c'était pour vous partager ça pour montrer que finalement, ce qu'on retrouve comme mythe en temps de guerre, on le retrouve en temps de paix. On est bien dans une culture, un continuum de violence. Et les conséquences pour toutes les femmes qui ont été victimes en temps de conflit et post-conflit sont malheureusement des conséquences qui vont se renforcer les unes les autres. Mais comme Tatiana l'a dit, il y a une impunité juridique et sociale énorme. Et du coup, ça amène beaucoup de femmes à ne pas oser dénoncer, puisque finalement, si personne n'est jamais condamné, pourquoi aller dénoncer? Ou alors, comme certaines survivantes l'ont expliqué, au Congo, il y a encore un système de justice coutumière. Et donc, par exemple, on préfère régler ça pour des questions de simplicité, mais aussi parce qu'il n'y a pas des tribunaux partout et que ça coûte cher et que c'est loin de se déplacer. On va traiter ça de manière coutumière et on peut arriver à des situations où le violeur n'a besoin que de donner une vache à la famille pour compenser le viol. Et donc, comme le disait la directrice de l'antenne juridique de la Fondation Panzi, plus un violeur a de vaches, plus il peut continuer à violer, puisqu'à chaque fois, il suffira de donner une vache pour compenser. Les autres conséquences sont que les femmes et les enfants sont rejetés. Tatiana parlait des enfants issus du viol, ce qui amène des questions de pauvreté, des questions d'accès à la santé, puisqu'il y a peu d'aide. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'aide médicale. Le modèle que le docteur a développé au Congo n'est malheureusement pas reproduit dans d'autres pays. Et un cycle de la violence qui peut se mettre en place. Des enfants qui sont rejetés peuvent être recrutés par des milices. Les femmes qui sont rejetées ou qui ne savent plus comment subvenir à leurs besoins peuvent tomber dans une relation conjugale violente ou dans la prostitution. Et enfin, il y a une parole qui n'est pas reconnue. Et cette parole n'étant pas entendue et n'étant pas audible, il n'y a pas de changement, il y a une banalisation des violences et des croyances populaires très fortes. Quand on a travaillé ensemble avec le mouvement RDC pour
pour présenter les demandes du mouvement auprès de la revue universelle des Nations Unies pour le Congo. Il y avait des chiffres assez marquants sur le nombre de personnes qui croient qu'une femme qui est violée l'a cherchée, ou que c'est normal finalement d'être violée si on n'est pas au bon endroit au bon moment. Et donc, voilà, je voulais partager cette analyse parce que pour moi, c'est important d'avoir cette analyse féministe sur la question du viol comme arme de guerre. C'est pas un accident que ce soit principalement des femmes qui soient victimes et que ce soit un jeu de guerre masculin avec des valeurs masculines qui gèrent tout ça. Et ce qu'on constate, c'est que toutes ces violences qu'on vit dans des pays qui sont officiellement pas en guerre, après c'est une définition spéciale de la guerre, mais qui ne sont officiellement pas en guerre, là sont exacerbées avec le contexte de conflit et post-conflit, étant donné qu'il y a une impunité très forte et que les rôles des hommes et des femmes sont exacerbés. Et une preuve, par exemple, étant qu'au Congo, il y a de plus en plus de viols aussi par des civils, ce qui montre la banalisation de cette violence. Et je voulais donc finir par dire que dans les deux cas, en guerre comme en paix, c'est important de s'attaquer aux racines de ces violences, c'est-à-dire la culture du viol et les représentations. Tatiana, dans un article récent que j'ai trouvé sur Internet, disait qu'il n'y a pas de petits viols. Et c'est important de dire que voilà, toute forme de violence sexuelle doit être condamnée, même en temps de paix, et que c'est en commençant par ça qu'on va pouvoir aussi mettre fin au viol de masse qu'on trouve dans les conflits. Et que c'est cette vision féministe des rapports sociaux de sexe qu'il faut avoir aussi dans la reconstruction après la guerre, dans toutes les mesures qui vont être mises en place pour que les femmes retrouvent une place respectée, égalitaire dans la société et qu'elles aient réparation. Donc c'est important d'avoir cette analyse aussi et surtout pour la reconstruction et construire une nouvelle société. Merci beaucoup.